Je me présente, je suis Dr Ali Mohamed, étudiant en 7e année médecine à Fès. Je tiens à remercier tous ceux qui ont participé et aidé à ce que cette journée soit. Un spécial remerciement à professeur Derwish qui a énormément travaillé avec nous pour que cette étude voie le jour. Donc, permettez-moi de vous présenter cette étude qui s'intitule Le pain boulanger et sa teneur en sel. Donc, l'hypertension artérielle, c'est un problème de santé publique au Maroc. Son principal facteur de risque, c'est la surconsommation de sel. Donc, cette étude a pris en considération le pain en étant un aliment de base dans la ration alimentaire marocaine. Il représente, selon l'enquête 1K2 française, 25% de l'apport sodique quotidien. Donc, l'OMS a pour but de diminuer de 30% la consommation moyenne en sel, ce qui suggère de diminuer cette teneur en sel dans le pain. Donc, pour les objectifs du travail, tout d'abord, on voudrait évaluer le taux de sel dans le pain boulanger à Fès, estimer l'apport sodique quotidien fourni juste par le pain, et pourquoi pas déduire des facteurs influençant la dose du sel dans le pain. Donc, c'est une étude transversale au niveau de la commune urbaine de Fès, qui a concerné 35 échantillons de pain au niveau de 35 boulangeries. Donc, comme critère d'inclusion, on a pris les boulangeries modernes et traditionnelles, vu qu'elles existent encore à Fès. Donc, ça a concerné toutes les régions de Fès, les 6 arrondissements et la commune Chouafej-Jdid. Donc, on a respecté un peu la répartition géographique et une répartition socio-économique. On a respecté aussi la répartition démographique en prenant en considération le nombre de populations de chaque arrondissement, selon le recensement de 2015. Et pour les critères d'exclusion, les zones rurales ont été exclues de cette étude. Donc voici une carte de la commune urbaine de Fès avec une division politique des différents arrondissements. Comme vous pouvez le voir, le nombre de boulangeries sélectionnées dans chaque arrondissement, donc comme on a dit, selon toujours le recensement d'avril 2015. Donc, pour les matériels et méthodes, chaque boulanger a été interrogé sur la méthode de pétrissage, traditionnelle ou moderne, avec pétrissage à la main, le dosage du sel, donc s'il utilise des doses juste estimées ou bien mesurées exactement. Ils ont été interrogés aussi sur la disponibilité du pain sans sel et sa rentabilité. Donc, pour la mesure, elle a été faite par la méthode colorimétrique de Mohr, qui se base sur les propriétés des ions chlorure de se lier aux ions d'argent, et la quantification a été faite à l'aide d'un indicateur qui est le chromate de potassium. Donc cette figure montre la courbe d'étalonnage utilisée pour définir les différentes concentrations de sel dans les échantillons de pain. Donc, on a utilisé une série de solutions d'eau avec des concentrations de sel connues, et ça nous a donné cette courbe d'étalonnage qui montre la variation de la concentration du chlore en fonction du volume versé de nitrate d'argent. Donc, avant de passer aux résultats, on va tout d'abord voir les recommandations. Donc, en France, les recommandations de dose de sel dans le pain, c'est l'objectif de l'ANSES. Il est de maximum de 18 grammes de sel par kilo de farine. Mais ce seuil-là, il dépend de la quantité du pain consommé par jour. Donc, on n'a pas la même quantité consommée. Donc, pour les recommandations de consommation de sel, il y a eu une polémique tout à l'heure sur ce sujet-là. Donc, l'OMS indique ce seuil à moins de 5 grammes de sel par jour. Je voudrais indiquer que ce seuil-là ne concerne pas juste les hypertendus, mais c'est pour la population de plus de 16 ans, pour diminuer la pression artérielle et réduire le risque cardiovasculaire. Donc, tout en sachant que 99% de la population mondiale a une ingestion de sel de plus de 5 grammes de sel par jour, dont 77% en consomment plus de 10 grammes par jour. Donc, on a utilisé le logiciel SPSS statistique pour analyser nos résultats avec des analyses univariées, multivariées et une régression logistique. Donc, pour les résultats.
Tout d'abord pour la méthode de production, donc on a dit traditionnelle, à la main ou moderne, 23% des boulangeries utilisaient des méthodes traditionnelles. La majorité de ces boulangeries-là se situent à l'ancienne Médina de Fès. Donc pour le dosage du sel par le boulangerie, dose mesurée ou estimée, donc presque le quart des boulangers ne faisaient qu'estimer la dose du sel ajoutée pendant la préparation du pain, alors que le reste avait des mesures exactes. Donc pour la disponibilité du pain sans sel, seulement 43% des boulangeries proposaient ou vendaient du pain sans sel, avec une quasi-absence au niveau de l'ancienne Médina de ces boulangeries. Donc pour la rentabilité du pain sans sel, on a une moyenne de 11% par rapport au pain normal et un maximum seulement de 33%. Donc pour la moyenne des doses déclarées par les boulangers. Donc ils ont déclaré une moyenne de 11,35 grammes de sel par kilo de farine. Et pour la moyenne qu'on a eue dans nos échantillons, elle est à 12,86 grammes de sel par kilo de pain. Donc pour l'analyse statistique, tout d'abord l'analyse univariée. On a essayé de chercher les facteurs de dose élevée de sel. Pour les variables, on a utilisé la méthode de dosage par le boulanger, dose mesurée ou estimée. Et l'autre variable, c'est la disponibilité du pain sans sel. Donc, aucune relation significative n'a été trouvée entre ces facteurs-là. Donc, on a fait aussi une comparaison de moyenne de sel entre les deux méthodes de production, la méthode traditionnelle et la méthode moderne. On a trouvé une moyenne de 10,25 grammes de sel par kilo de pain chez les boulangeries traditionnelles et de 13,63 grammes de sel par kilo de pain chez les boulangeries modernes. Elle est significative à 0,025. Donc on a effectué aussi une régression linéaire pour rechercher les facteurs influençant la dose du sel, donc le prix du pain par rapport à son poids, la méthode de production, on a dit traditionnelle ou moderne, la méthode de dosage par le boulanger estimée ou mesurée, et la disponibilité du pain sans sel. Donc pour les trois dernières, aucune relation significative n'a été trouvée. Sinon, pour le prix du pain, on a le coefficient B qui est positif, donc qui indique le sens de la relation, avec un petit P à 0,01. Ça veut dire qu'un prix plus élevé du pain serait en relation avec les doses plus élevées de sel. Donc, on a fait une petite comparaison entre les moyennes des différentes régions et différents arrondissements de Fès. Comme vous pouvez le voir, les moyennes les moins élevées, autour de 9 grammes, se situent à l'ancienne Médina de Fès. Et les moyennes les plus élevées, autour de 15 grammes, voire presque 16 grammes, se situent au niveau des régions les plus populaires et les plus démunies. Donc, on a fait aussi une comparaison avec les autres études qui ont été faites, notamment l'étude de Casablanca en 2011, c'est l'étude pilote. Donc, ils ont trouvé une moyenne de 17,42 grammes de sel. Donc, en France, c'est estimé à 19 grammes par kilo de pain. En Belgique, à 12 grammes. En Suisse, à 14 grammes. Et notre série, on a trouvé 12,86 grammes de sel par kilo de pain. Donc, les recommandations en Europe, comme on a dit en France, à 18 grammes par kilo de farine. Cet objectif n'est pas encore atteint en France, malgré les progrès. En Belgique, c'est à 17 grammes, ils ont atteint cet objectif. En Suisse, à 17,5 grammes, objectif atteint aussi. Donc, comme on a dit, les recommandations en France sont à 18 grammes de sel par kilo de farine, ce qui équivaut presque à 15,6 grammes de sel par kilo de pain. Donc, en considérant un apport de pain de 122 grammes de pain par jour, donné par l'enquête 1K2, ça nous donne une moyenne de 1,9 grammes de sel par jour, comme apport du pain seulement. Donc avec une contribution de 25% du pain dans la contribution sodique, ça nous donne un chiffre de 7,61 grammes de sel par jour, qui est au-dessus du seuil de l'OMS de 5 grammes par jour. Donc à Fès, dans notre étude, on a trouvé, comme on a dit, une moyenne de 12,86 grammes de sel par kilo de pain, qui est au-dessous du seuil européen, certes, mais avec un apport au Maroc estimé à 500 grammes de pain par jour, étude de Mortal en 2001, ce qui nous donne une moyenne de 6,43 grammes de sel par jour comme contribution du pain seulement, ce qui est très élevé et alarmant
qui est plus élevé que le seuil donné par l'OMS de 5 grammes par jour. Donc pour conclure, je vais faire vite. Donc le taux de sel qu'on a trouvé dans le pain boulanger AFS est de 12,86 grammes par kilo. L'apport sodique quotidien fourni par le pain, il est estimé à 6,43 grammes par jour, qui dépasse à lui seul les recommandations de l'OMS. Donc le taux de sel chez les boulangeries modernes, il est plus élevé que celui des boulangeries traditionnelles. Et finalement, un prix élevé du pain serait fortement lié à une dose plus importante de sel. Alors, quelle stratégie adopter? Merci. Merci, Dr Alami. Et j'appelle tous les orateurs et les oratrices, s'il vous plaît, pour la discussion. Donc, vous avez dit que vous avez une calcémie normale, avec probablement une carence ou une insuffisance en vitamine D. Là, je trouve qu'il y a un problème. D'une part, il y a une carence ou une hypovitaminose D, et en même temps une augmentation, enfin une calcémie normale. Donc, pourquoi? Et d'autre part, étant donné que vous avez une calcémie normale, donc probablement il y a un problème d'élimination qui est perturbé du calcium. Et est-ce que ce problème d'élimination du calcium n'a pas d'effet sur les reins? Mais très rapidement, vous avez répondu à la question. C'est-à-dire que vous avez 12 kilos de sel par kilo de farine, 12 grammes par kilo de farine. Moi, j'allais poser la question, et par kilo de pain. 12 grammes. La moyenne prouvée, c'est 12 grammes par kilo de pain. De pain. Baguette ou khbza ou lachon? Le pain, c'est une baguette ou c'est le pain rond? Le pain rond. D'accord. Donc, et pour les additifs, qu'est-ce que vous suggérez? Quelle est votre suggestion? On va commencer par la vitamine D, s'il vous plaît. Répondre à la question brièvement. D'accord. Bon, par rapport à l'hypovitaminose D et la calcémie normale, c'est tout à fait normal, parce que lorsqu'on a une hypovitaminose D, ceci va causer une hyperparathyroïdie secondaire. De ce fait, les hormones PTH vont aller stimuler l'os pour donner tout ce qui est résorption osseuse. Dans ce cas-là, la calcémie qui est basse d'origine suite à une carence en vitamine D, donc c'est l'os qui sera de ce côté-là sollicité pour pouvoir rétablir la calcémie normale dans le sang, d'une part. Par rapport à l'hypercalcémie, c'est à ce moment-là qu'on aura des lithiases urinaires, des insuffisances rénales suite à une hypercalcémie dans le sang. Donc la calcémie normale que j'ai trouvée dans mon étude, elle est due à quoi? Elle est due à l'hyperparathyroïdie secondaire, due au manque en vitamine D qu'on a eu dans cet échantillon-là. Par la suite, lorsqu'on a essayé de creuser dans ce sens, on a fait une autre étude par rapport aux facteurs de risque et essayé de corréler entre les différents facteurs de remodelage osseux et le manque en vitamine D. Et effectivement, il s'est avéré qu'un manque en vitamine D cause une hyperparathyroïdie secondaire qui est la conséquence d'une calcémie normale dans le sang. On va passer à M. Alami. Répondez à votre question. Oui, je crois que j'ai déjà répondu à la question. Donc, la moyenne, c'est de 12,80 grammes de sel par kilo de pain. Pourquoi par kilo de pain? Parce qu'on a fait le dosage sur des échantillons de pain. Donc, on ne peut pas avoir une moyenne pour un kilo de farine. Ces moyennes-là, c'est pendant la préparation. Donc, les doses déclarées par les boulangers, c'est par kilo de farine. Parce qu'au moment de la préparation, qu'ils dosent. Mais dans nos échantillons à nous, c'est par kilo de pain parce que on fait le dosage sur des échantillons déjà préparés. Maintenant, la population, est-ce qu'elle accepte et continue à acheter ce pain ou non? Pour la population, c'est simple. On a un seuil à ne pas dépasser de diminution de taux de sel dans le pain par an. Si on diminue de 20%
la quantité de sel, ou bien de 2 grammes, comme notre objectif à Casablanca, ça ne va presque pas être... ça mérite une étude pour oui, justement répondre à cette question. On va par, passer le monsieur qui a travaillé sur les additifs, s'il vous plaît. C'est qui? Chat? La question, c'est qu'est-ce qu'il recommande? Est-ce qu'il a des recommandations? D'autres questions? Oui? Allez. Merci. D'abord, je remercie tous les participants. Voilà, ma question concerne la teneur en sel. Donc, vous avez parlé de réduire le taux du sel, mais vous n'avez pas parlé de la concentration des sels. Est-ce que le sel reste la même concentration? Au fait, le projet... Ou bien donc, le taux de salinité que je viens de parler. Au fait, notre étude a envisagé, comme j'ai dit, 2 objectifs. Le premier, c'était le dosage du sel, qui a été fait auparavant en 2011. Et les résultats, pour cette année, ils sont prévus pour mois de juin. Donc, on est toujours sur la paillasse pour doser la teneur en sel du pain. Ce que j'ai présenté, moi, c'est juste les résultats de l'enquête connaissance, attitude pratique vis-à-vis de la surutilisation du sel chez ces boulangers. Donc, les résultats du dosage vraiment de la teneur de sel dans le pain boulanger n'est pas encore établi. Ça ne pas. Donc, en plus, la pureté du sel. Parfois, oui. On trouve des ingrédients mélangés avec le sel. Pardon? La pureté. Est-ce qu'il est pur, le sel? Parce qu'il comme j'ai marqué dans les diapos, ce sont des questions qui ont été posées aux boulangers. Et je dirais que les boulangeries qui utilisent le sel en sachet, je dirais qu'on parlera de pureté vraiment. Mais à part les boulangers qui utilisent le sel en vrac, je ne sais pas. Merci. Donc moi je prends la parole pour dire que ce qu'on est en train de voir, c'est un indicateur. C'est un indicateur de toute l'action qui est en train de mener au Maroc pour la réduction du sel. Quand on va voir par exemple, en 2011, on était à 18 et tout le monde on était jusqu'à 25. Il y avait des boulangers qui utilisaient 25, il y en a d'autres qui utilisaient 12, il y avait une moyenne de 18. Et maintenant qu'on est à 12, moi je suis flatté. Je vous assure, quand il m'a montré ça, et j'espère qu'on trouvera la même chose, parce que la première publication qu'on a fait en 2011, si on arrive maintenant et là, j'envoie une invitation à tous les chercheurs. S'ils se trouvent dans d'autres villes, ils viennent chez nous, on va leur montrer comment il faut faire, et on a besoin que tout le monde commence, parce que le monsieur qui est en train de faire des miracles, qui s'appelle Zaz, toute la ville de Asfi, il a diminué. Toute la ville de Jadida, ils ont diminué. Ils ont diminué pratiquement parce que nous avons dit qu'on va diminuer 2 grammes par an pour que le consommateur ne sent rien. Mais tout le monde, il est conscient. Et tout le monde est en train de diminuer. À Chaoun, tout le monde a diminué. À Casablanca, peut-être si on trouve quelque chose, mais c'est une révolution. Je vous assure, c'est une révolution au niveau du Maroc, si on arrive à le faire. Merci, professeur Delouiche. Donc, on va arrêter la discussion à ce niveau-là et on va aller avoir la pause café, puis on retourne pour continuer. Oui, pour les 3 communications qui restent. Votre attention, s'il vous plaît. Alors, on va reprendre avec l'atelier intitulé « Alimentation de l'ombilical à l'assiette ». Qui va traiter 3 thèmes. On va commencer par le premier thème, intitulé « Régime fertilisant, cas des ovaires polykystiques et d'obésité chez les femmes en âge de procréer », qui sera présenté par Madame Camélia Oumehrez, CRD Riyad à Oujda. Merci.
D'accord, donc je remercie d'abord la Madiette et la SMF pour leurs efforts déployés pour réussir cet événement. Et donc j'enchaîne avec un thème que j'ai choisi, que j'ai supposé être tendance très d'actualité. C'est le syndrome d'ovaire polycystique. Donc mon rôle ici, j'essaie de partager avec vous mon expérience à Oujda, avec des patients que j'ai eus en consultation diététique qui présentent un syndrome d'ovaire polykystique. Donc le syndrome d'ovaire polykystique, c'est quoi? C'est une pathologie endocrinienne qui est fréquente, la plus fréquente chez la femme en période d'activité génitale. Elle affecte 6% de femmes et constitue la première cause d'infertilité par anovulation ou de troubles du cycle et d'hirsutisme. Donc le syndrome d'ovaire polykystique, c'est une maladie chronique. Elle touche notamment les adolescentes, les femmes en âge de procréation. Elle est caractérisée par un déséquilibre hormonal. On a remarqué qu'il y a une élévation du taux de testostérone, une hyperprolactinémie, d'autres syndromes métaboliques et d'autres dérèglements hormonaux. Elle est fréquente et elle expliquerait plus de 70% des infertilités. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai choisi pour thème. Donc, cliniquement, devant moi, qu'est-ce que j'ai? J'ai une femme qui a des troubles de règles, qui présente une pilosité abondante, de l'acné parfois, une résistance à l'insuline. Ça, je le remarque principalement quand j'ai une femme... donc, en général, les femmes, elles ont une obésité abdominale qui est flagrante, un hirsutisme, donc elles sont trop poilues, et avec une alopécie parfois, une obésité et bien sûr une stérilité. Et je souligne aussi que les femmes présentant un syndrome d'ovaire polykystique, elles ont parfois, quand je leur fais passer un test d'hémoglobine glyquée, elles ont un taux d'hémoglobine glyquée supérieur à 5,7, donc elles présentent un prédiabète, parfois un diabète carrément, et un taux aussi de prolactine élevé. La prolactine, c'est l'hormone de la lactation. Donc les causes, elles sont encore méconnues. La cause exacte du syndrome d'ovaire polykystique est inconnue, mais il y a des recherches qui montrent qu'il y a une forte relation avec la résistance à l'insuline. Cette résistance à l'insuline qui nous fait flécher le taux de testostérone, cela signifie qu'elle est susceptible d'être la résultante de nos changements de vie, de notre alimentation et de l'environnement. Quand je parle d'environnement, là je parle principalement de l'agroalimentaire, la culture du poulet, la viande aux hormones, le poulet aux hormones, ou alors là je cite les viandes rouges, et le mode de vie, c'est-à-dire la sédentarité. Les femmes ont du mal à faire du sport ou alors à bouger. Le traitement. Alors le traitement du syndrome d'ovaire polykystique, en général, il est composé il renferme 4 piliers. Il y a le traitement de la surcharge pondérale. Là, c'est là où on agit, nous les diététiciens. Le traitement de l'hyperandrogénie. Là aussi, le traitement de l'hyperandrogénie, c'est-à-dire le chamboulement des hormones, il est lié au traitement de la surcharge pondérale. Je souligne ici que si jamais devant une femme qui présente un syndrome d'ovaire polykystique et qui a une diminution de 10% de son poids, c'est-à-dire une évolution positive, nous remarquons qu'il y a une diminution de la pilosité et une réduction du poil. Le traitement de l'aménorrhée, le traitement des anomalies métaboliques. Là, les anomalies métaboliques, je cite l'hypercholestérolémie, l'hypertriglycéridémie et parfois les intolérances aux hydrates de carbone ou alors tout simplement un diabète. Donc la surcharge pondérale, elle permet de régulariser l'hyperandrogénie, l'infertilité, l'aménorrhée. Alors comment? Donc mon protocole que j'ai, à force de pratiquer, que j'ai essayé j'essaie de vous faire part, il repose en la suppression ou alors la diminution des glucides à absorption rapide. Donc là, je vous fais la nuance. Quand j'ai une femme qui présente un taux d'hémoglobine glyquée supérieur à 5,7, donc qui est supérieur, elle est en prédiabète, là je me trouve obligée de supprimer les glucides à absorption rapide pour éviter la survenue d'un diabète ou alors pour lui éviter la situation de prédiabète. Sinon, si la femme elle a un taux normal, c'est-à-dire inférieur à 5,7, 5,6, 5,5,
Donc, je diminue uniquement le taux d'apport en glucides rapides. Donc, c'est le protocole que je fais d'abord. Il y a une éviction des viandes aux hormones. Et là, quand je dis aux hormones, je supprime principalement le poulet et la dinde aussi. Apparemment, c'est-à-dire à l'instar des scandales qu'il a eu aux États-Unis et en France dû au poulet, c'est-à-dire aux viandes, aux hormones, ça a fait mauvaise presse. Donc j'ai remarqué que nous avons aussi au Maroc ce problème-là. C'est pour ça que j'ai osé le supprimer et ça a donné des résultats à partir du 2e mois. Donc la femme, elle a des règles qui sont réglées, c'est-à-dire avec une période, à des cycles réguliers plutôt, et une diminution du poil et un taux de glycémie qui s'abaisse. L'éviction d'alcool, la caféine et le tabac, donc toutes les toxines, moi j'évite. L'éviction de fenouil, fenugrec, curcuma, graines de sésame et abricots, entre autres. Pourquoi j'ai choisi ces aliments-là? Parce que donc, dans la suppression des aliments, j'ai visé la suppression des aliments qui produisent la prolactine et des phytoestrogènes aussi. Donc la fenouil, ça c'est uniquement pour la phytoestrogène. La fenugrec, c'est pour la prolactine et la liste est un peu longue. Normocalorique le plus longtemps possible. Donc pourquoi je ne m'aventure jamais à faire un régime hypocalorique? Parce que je dois prendre en considération que la femme désire avoir un enfant. Donc je ne m'aventure jamais à faire un régime hypocalorique. J'essaie d'abord d'instaurer des règles hygiéno-diététiques. Ça lui permet de faire baisser son poids, de régulariser tout le chamboulement hormonal et donc de m'apprêter à toute grossesse éventuelle. Je souligne que tout régime hypocalorique, ça met en danger la santé de la maman enceinte et du bébé. Donc je corrige les habitudes alimentaires, j'instaure des habitudes alimentaires correctes. Personnellement, je fractionne les repas en 7 repas par jour, parfois 8, parfois 7. Je fais des plats principaux, c'est-à-dire le petit déjeuner et à 10h par exemple, je donne une collation, un fruit par exemple ou un produit calcique. Sinon, le midi, il y a le déjeuner, une bonne salade. Pour la salade, je souligne la laitue, donc l'importance de la laitue. Chez les pharaons, c'était le symbole de la fécondité. Donc c'est pour ça que j'encourage les femmes désirant avoir des enfants et qui présentent un syndrome d'ovaire polykystique à en consommer davantage. Et bien sûr des légumes et des fruits. À 17h, je recommande un goûter. Le dîner, après le dîner, il y a une collation, donc cela fait 6 à 7. Le sport, bien sûr, pour éviter la sédentarité. Une bonne hydratation et surtout un bon sommeil. Alors le bon sommeil, c'est pour maigrir justement, donc pour aider la femme à fondre. Donc parfois, je tiens à vous informer que les médecins, les endocrinologues ou alors tout médecin devant un cas de syndrome d'ovaire polykystique, parfois il recourt à la metformine. La metformine, c'est un traitement qu'on donne pour les diabétiques ou alors les prédiabétiques c'est-à-dire chez qui le régime n'a pas réussi, ou alors sinon chez les obèses qui ne réussissent pas à baisser le poids. Donc la metformine, elle diminue le taux de triglycérides, elle aide à maigrir et c'est bénéfique pour la femme qui désirant avoir un enfant, tant qu'elle n'est pas enceinte. Sinon, être enfin enceinte tout en gardant sa taille. Alors là, je vous ai juste donné quelques lignes. Alors, donc pour garder sa taille tout en étant enceinte, moi je recommande de fractionner ses repas. Cela nous permet d'éviter les nausées, le pyrosis, d'éviter les fringales, le grignotage. Si j'ai des fringales, quoique je fractionne mes repas, alors là je recommande des collations composées de fruits, ou alors parfois des protéines carrément, de la viande rouge, des salades, ou alors retarder le dessert, par exemple le flan ou le bun ou autre. Pour la consommation des viandes, j'ai oublié de mentionner que je recommande principalement la consommation de viande, par exemple poulet bildé, ou alors d'œufs bildés aussi. Si j'ai tout le temps faim, donc il faut revoir les apports en calories et privilégier les produits céréaliers, à savoir le pain, les pâtes, etc.
Là, c'est un tableau qui résume les principales sources de folate. Donc, il y a la levure en paillettes. Donc, elle en contient beaucoup. Les épinards, les cresson et la chicorée, ils en contiennent, mais une forte dose. Et bon, il y a ce qui suit, les légumes et les champignons qui en contiennent de faibles quantités. Le calcium, donc j'insiste sur l'apport en calcium. Les remontées acides. Alors, les remontées acides, on conseille à la femme enceinte de fractionner les repas, de manger lentement, de bien mâcher, d'éviter les aliments gras, les acides, les pimentés, et surtout ne pas se coucher directement après avoir mangé. Et sinon, pour la constipation, donc, il faut augmenter les apports en fibres, boire beaucoup d'eau, en général supérieur à 2 litres par jour. C'est ce que je recommande à mes patientes. Alors sinon, utiliser une eau riche en magnésium et surtout bouger, parce que la grossesse c'est un état physiologique normal, mais c'est pas une maladie. Donc d'où l'intérêt du sport. Et le protocole du syndrome d'ovaire polycystique. Personnellement, j'ai réussi à aider des femmes à avoir des enfants. Mais dès qu'elles tombent enceintes, moi j'arrête le protocole que je vous ai proposé. Donc elles peuvent reconsommer le poulet normal, les œufs, c'est-à-dire leur mode de vie normal. C'est tout. Merci pour votre attention. Je reste réceptive pour toute question. Voilà, je remercie Madame Camélia Oumerez, diététicienne à Serre de Riyad à Oujda, d'avoir partagé avec nous son expérience et d'avoir décrit son protocole de prise en charge du syndrome des ovaires polykystiques. Alors, on va enchaîner la session avec Mademoiselle Souheila Belleter, nutritionniste puéricultrice au CHE de Rabat. Elle va nous parler de la mise au sein précoce et l'allaitement maternel exclusif. Quelle est la conduite à tenir et qu'est-ce qu'il faut faire pour un bon allaitement? Mademoiselle Souheila. Donc, on enchaîne avec Professeur Taïel en attendant que Souheila soit là. Donc, je présente Professeur Taïel, c'est le directeur de l'hôpital d'enfants de Rabat. C'est aussi un pédiatre gastro-entérologue. Je tiens à remercier infiniment d'avoir été présent aujourd'hui avec nous. Il va nous présenter la diversification alimentaire chez l'enfant. C'est les organisateurs m'avoir invité à ces premières journées de diététique et nutrition. Des premières journées que, à mon sens, qui sont très réussies, que j'espère qu'ils soient un petit peu élargis aux autres corps de santé, notamment les médecins. Je pense qu'on a beaucoup de soucis en commun, notamment des soucis nutritionnels en commun. Et avec ce journée, on pourra peut-être confronter un petit peu nos expériences. On m'a demandé de parler de la diversification alimentaire chez les nourrissons. Quoi de neuf? La diversification alimentaire, comme vous le savez, s'intègre un petit peu dans une thématique qu'on avait abordée tout à l'heure, les 1000 premiers jours. Et c'est une étape aussi qui est très importante dans la mesure où l'enfant va être initié à une alimentation qui est relativement nouvelle, une alimentation dite solide, et qui va plus ou moins impacter même son avenir de santé. Alors, selon l'Organisation mondiale de la santé, la diversification alimentaire a été définie comme l'introduction de tout aliment solide ou liquide autre que le lait maternel, c'est-à-dire on considérait même que l'introduction de lait artificiel était une diversification alimentaire, et là l'objectif était purement nutritionnel et on voulait préserver au maximum bien sûr l'allaitement maternel. Mais selon les sociétés savantes et en particulier la Société européenne de gastro-entérologie pédiatrique, ils ne considèrent pas comme diversification alimentaire l'introduction d'une formule lactée pour nourrissons. Et cette diversification doit être faite entre 4 et 7 mois. On va revenir un petit peu sur cette fenêtre d'opportunité déjà en matière d'introduction et d'initiation à l'alimentation solide. Et là, bien sûr, l'objectif pour cette fenêtre d'opportunité, c'est d'éviter les maladies allergiques, éviter aussi le diabète de type 1, la maladie cœliaque, en tout cas les maladies auto-immunes, je dirais, en général, où il y a une perturbation, je dirais, immunologique. Bien sûr, cette diversification alimentaire, elle est influencée par les habitudes familiales, le milieu socio-culturel.
On retient donc comme définition, pour ce qui est de la diversification alimentaire, l'introduction d'aliments non lactés chez un nourrisson exclusivement nourri au lait maternel ou artificiel. Vous êtes d'accord, c'est une période de transition importante parce qu'il va toucher un petit peu les différents aspects du développement de l'enfant et il va s'adapter en quelque sorte aux besoins nutritionnels du nourrisson, à ses capacités digestives qui deviennent de plus en plus matures et aussi à son développement psychomoteur. Cette diversification, pour revenir un petit peu à ce concept de 1000 jours, touche donc une tranche d'âge qui est assez intéressante et qui est à risque notamment de troubles de croissance, de carence en micronutriments. Et comme vous le savez, c'est une période où l'enfant est relativement fragile et il est exposé à une morbidité importante. Et dans notre contexte, nous avons encore le problème des maladies diarrhéiques. Sachant aussi qu'après l'âge de 2 ans, et ça a été dit tout à l'heure, les méfaits, je dirais, d'une malnutrition sont difficiles à inverser, notamment le retard de croissance et les effets sur la fonction cérébrale, c'est-à-dire les acquisitions cognitives que le professeur Abou Salah a largement abordées. Juste pour justement inscrire cette présentation dans le cadre des 1000 premiers jours et insister justement sur l'intérêt d'une bonne diversification alimentaire et d'un bon suivi, des nourrissons pendant cette période de diversification alimentaire. Alors heureusement, il y a des principes généraux pour cette diversification, bien que, on va le voir, ces principes, n'étaient pas toujours basés sur des études confrontées, validées, c'est-à-dire c'est des concepts qui ont un petit peu évolué. On va voir un petit peu rapidement l'historique de ces modalités de diversification alimentaire. Et il s'agit en fait à chaque fois, quand on veut diversifier un nourrisson, de répondre à un certain nombre de questions. Le pourquoi d'abord de la diversification, pourquoi ne pas laisser l'enfant uniquement sous lait et essayer quand même cette diversification. Quand est-ce qu'il va falloir la débuter? Il y a, on va voir un petit peu ce qui a été en fait retenu initialement, des recommandations qui ont été ensuite contredites et ainsi de suite. Le comment brièvement de cette diversification, puis on va parler un petit peu de quelques situations particulières de l'enfant, notamment le nourrisson atopique ou le nourrisson allergique. Alors là, c'est juste pour rappeler un petit peu donc, les différentes étapes que vous connaissez pour l'alimentation du nourrisson. Il y a l'alimentation lactée exclusive, puis le début de la diversification alimentaire. On va revenir sur cet âge de début de la diversification, puis l'alimentation entièrement diversifiée. Juste pour vous situer un petit peu par rapport à ces recommandations, sachez quand même qu'il y a eu une évolution dans les concepts en matière de diversification alimentaire. Par exemple, au 19e siècle, l'alimentation exclusivement lactée était recommandée jusqu'à l'âge de 2 ans. Puis après, on s'est rendu compte qu'il y a un impact nutritionnel, il y a un retentissement nutritionnel, puis on a commencé à diversifier un peu plus tôt, donc vers l'âge de 6 mois. Et puis, on a même avancé un petit peu l'âge de la diversification alimentaire. Vous voyez ici, dans les années vers les années 50, on a commencé même à introduire des céréales, des légumes au 10e jour de vie, la viande au purée au 14e jour de vie. Et par la suite, ce concept a été, écarté dans la mesure où on a constaté quand même qu'on introduisait des aliments solides. Ceci a eu un impact sur l'alimentation lactée, notamment l'allaitement maternel. Et puis, il y a eu le souci des allergologues en matière d'induction d'allergies alimentaires. Et puis, vers les années 80 jusqu'à l'an 2000, on a changé un petit peu les recommandations. On est parti vers un retard de la diversification alimentaire pour les aliments potentiellement allergisants, tels que l'œuf, le poisson, l'arachide, les fruits exotiques. Et donc, finalement, il y a eu une évolution des comportements alimentaires. Et on est revenu vers ce retard, de la diversification ou de l'introduction des aliments solides après l'âge de 6 mois. Les recommandations à partir de l'âge de 2000 des sociétés anglo-saxonnes pour les enfants à risque, et notamment à risque d'atopie, c'est-à-dire quelqu'un qui a dans la famille des frères ou des parents qui sont allergiques. On va recommander un régime maternel pendant la grossesse, un régime pendant l'allaitement quand l'enfant est sous allaitement notamment exclusif, et puis un retard dans l'introduction des différents aliments, le lait de vache après 1 an, les œufs après 2 ans, l'arachide, poisson, fruits à coque après l'âge de 3 ans. Et donc on a retardé finalement dans le but d'éviter éventuellement l'induction d'allergies alimentaires.
Alors ces concepts ou ces recommandations ont été ensuite démentis en quelque sorte, parce qu'on avait fait le lien entre l'introduction de l'œuf, par exemple, après l'âge de 8 mois, c'est-à-dire quand on proposait un retard d'introduction de l'œuf, on avait constaté que les enfants qui recevaient l'œuf après l'âge de 8 mois avaient plus de risque de développer de l'eczéma. Donc, en quoi on laisse passer peut-être une période d'induction de tolérance vis-à-vis de l'œuf, et donc on va favoriser un peu plus la survenue de ce genre de pathologie. La même chose, on avait constaté dans certains pays, comme la Thaïlande ou la Suède, comme quoi l'introduction précoce du poisson avant 6 mois s'accompagnait de beaucoup moins d'allergies au poisson par rapport aux pays qui recommandaient un retard dans l'introduction du poisson. Et donc finalement, il y a eu une évolution un petit peu dans ces concepts, dans ces recommandations. Il y a des études quand même qui ont permis un petit peu d'orienter les recommandations, mais dans certains pays, on est resté un petit peu sur des concepts qui ne sont pas tout à fait basés sur des études. Alors, quels sont les facteurs qui conditionnent l'âge de la diversification? Vous le devinez bien sûr, le nourrisson est grandi, il y a les différents organes qui deviennent de plus en plus matures, il y a une maturité physiologique qui est favorable à l'introduction d'aliments solides, l'augmentation de la salivation, l'amélioration de la digestion, la capacité aussi de supporter une charge rénale osmotique, parce que quand on introduit l'alimentation solide, on va apporter un peu plus de sodium et de minéraux. Et finalement, les reins sont à ce stade relativement capables d'assurer l'équilibre hydroélectrolytique avec cette charge rénale osmotique importante. Et puis avec cette maturité physiologique, il y a le développement psychomoteur aussi qui évolue, la disparition de réflexes d'extrusion qui fait que l'enfant a tendance à faire entrer ou avaler un petit peu les aliments solides. Il a aussi la capacité d'avaler des aliments en liquide. Il y a le mouvement latéral de mastication, la capacité de s'asseoir aussi, une meilleure fermeture de la bouche, puis l'apparition un petit peu des premiers dents. Tout ceci est favorable pour l'introduction, bien sûr, d'aliments solides. Alors, le pourquoi de la diversification alimentaire, on a donc fait la preuve qu'à partir de 6 mois, le lait seul devient insuffisant pour couvrir les besoins en énergie, en protéines et en différents micronutriments. Et qu'ensuite, la diversification va permettre à l'enfant de découvrir de nouvelles saveurs, de textures alimentaires. Et ceci avant l'âge de la biophobie. Vous connaissez probablement ce refus d'aliments nouveaux quand on tarde à initier l'enfant à des aliments solides avant l'âge de 2 ans. Le fait de les présenter pour la première fois après l'âge de 2 ans va s'accompagner le plus souvent d'un refus. Donc le fait d'initier l'enfant précocement à ces aliments va un petit peu éviter ce qu'on appelle cette myophobie alimentaire. La diversification participe aussi bien sûr au bon développement de la dentition. Il va accompagner l'évolution neurocomportementale de l'enfant. C'est une étape aussi pour la socialisation. Elle répond à une évolution qualitative et quantitative, ça c'est clair, des besoins nutritionnels de l'enfant, notamment les besoins en vitamines, en oligo-éléments, en acides gras polyinsaturés. Alors la deuxième question, quand est-ce qu'il est recommandé de diversifier l'enfant? Faut-il diversifier tôt, avant 4 mois? Faut-il attendre après 6 mois ou même plus? Ou faut-il plutôt diversifier entre 4 et 6 mois? Alors les recommandations européennes notamment, qu'on suit même, en tout cas pour nos recommandations aussi, privilégient un petit peu la période entre 4 mois révolus et 6 mois, c'est-à-dire entre la 17e semaine de vie et la 26e semaine de vie, et parle même là aussi de fenêtres d'opportunité pour initier l'enfant aux différents aliments solides. Et puis chez les enfants qui sont exclusivement allaités et pour rester en accord aussi avec les recommandations de l'OMS, on peut attendre au maximum jusqu'à l'âge de 6 mois pour initier sa diversification alimentaire, parce que tout simplement, il n'y a pas vraiment d'argument d'ordre nutritionnel qui nous pousse à introduire avant cet âge peut-être les autres aliments solides. Et il y a même un risque d'arrêt prématuré de l'allaitement quand la maman n'est pas bien encadrée, je dirais, au cours de cette diversification alimentaire. Ces recommandations, bien sûr, sont justifiées avec comme on vient de le voir, avec la maturité des différentes fonctions digestives, rénales, le développement psychomoteur, les acquisitions motrices. Alors pourquoi ne pas diversifier avant l'âge de 4 mois? Parce que tout simplement il y a des risques nutritionnels.
Il y a une augmentation des apports sodés, en particulier avec de surcharge sodée, sur des reins qui ne sont pas encore matures. Il y a une maldigestion aussi de l'amidon parce que la sécrétion de l'amylase n'est pas encore assez suffisante. Il y a un risque aussi de modification de la flore colique si on introduit précocement avant l'âge de 4 mois les aliments solides. Puis, on a démontré aussi qu'il y a un lien avec un risque allergique ultérieur si on introduit les aliments avant 4 mois. Et vous avez ici ce diagramme qui montre un petit peu le risque un peu plus important chez les nourrissons qui ont été diversifiés précocement. Ne pas aussi diversifier tardivement au-delà de la 26e semaine, c'est-à-dire au-delà de 6 mois révolus. Ça aussi est basé sur des arguments nutritionnels essentiellement. Il y a effectivement un risque de carence et on tarde à introduire d'autres aliments. Et là, vous avez un petit peu, pour les nourrissons qui sont allaités exclusivement au sein, il y a un manque, je dirais, qu'il faut combler par l'alimentation de compléments sur le plan de l'apport énergétique, déjà à partir de l'âge de 5-6 mois. Et donc, si on laisse l'enfant uniquement sur les maternelles, il y aura un déficit énergétique qui risque justement, qui risque un petit peu de retentir sur la croissance et sur les besoins nutritionnels de l'enfant. La même chose quand on prend le fer, jusqu'à l'âge à peu près de 5 mois, il y a d'une part le stock du fer qui a été en tout cas constitué au cours du dernier trimestre de la grossesse. Et puis il y a ce qui est en bleu, ce qui est apporté par le lait maternel. Et à partir donc de 5 mois, le lait maternel seul ne va plus pouvoir assurer les besoins en fer. Il y a donc un manque qu'il va falloir assurer par l'alimentation de compléments, sinon l'enfant risque de développer une carence martiale. La même chose pour un certain nombre de micronutriments, et vous voyez un petit peu le pourcentage quotidien qui va dépendre de cette alimentation de compléments, de cette diversification alimentaire. Si le lait maternel reste suffisant pour la vitamine C, les folates, la vitamine B12, le sélénium, il est insuffisant pour assurer les besoins des autres micronutriments, la vitamine A, le cuivre, la riboflavine. Vous voyez un petit peu donc l'intérêt d'introduire une alimentation de compléments pour pouvoir justement combler ces déficits. Juste un petit rappel sur les recommandations des apports nutritionnels lors de la diversification alimentaire, en tout cas jusqu'à peu près l'âge de 1 an. L'apport énergétique doit être aux alentours de 100 calories kilo. Il ne faut plus avoir peur des lipides pendant cette période de diversification. Et là, les recommandations nutritionnelles des sociétés savantes majorent un petit peu la part des lipides dans l'apport calorique. Les lipides devraient représenter aux alentours de 45 à 50% de l'apport énergétique total, au même taux à peu près que les glucides. Les protéines, par contre, ont été revues un petit peu à la baisse. Il y avait ce souci aussi de lien avec l'obésité ultérieure, bien que les preuves ne sont pas toujours convaincantes. Sinon, pour le reste, le calcium 400-500 mg par jour, le fer à 10 mg, en tout cas, ce sont des nouvelles recommandations, je dirais, pour les apports nutritionnels. Alors, en pratique, si on voit un petit peu, si on passe, comme on dit, à l'assiette, le lait doit être le seul aliment, bien sûr, jusqu'à l'âge de 4 mois révolus, donc pas d'autres aliments que le lait maternel ou les préparations pour nourrissons avant 4 mois. Et l'allaitement maternel seul ne devrait pas être le seul apport nutritionnel à partir de 6 mois. Vous voyez un petit peu le risque de carence en énergie, en différents micronutriments. Le lait aussi reste quand même un aliment de base pour l'alimentation de l'enfant et même au-delà de l'âge de 1 an. Et vous avez ici la place des laits de croissance. Lors de la diversification alimentaire, il faut maintenir 3 laitages par jour, voire du beurre. On peut aussi enrichir par l'huile végétale. Il faut donc assurer un minimum d'apport en micronutriments, en acides gras essentiels, en fer, en vitamines, en calcium. La nécessité aussi de supplémentation en vitamine D jusqu'à l'âge de 18 mois. Les légumes et les fruits sont recommandés à partir de 4 mois, 5 mois sur le repas de midi. Il faut introduire les fruits aussi à partir de 4 mois. On se contente initialement de la pomme, poire, banane, d'abord mixée et puis écrasée à partir de 8-12 mois. L'enfant qui a sa dentition qui est en train de se développer. On peut ensuite le mettre sous morceaux de fruits à partir de 12 mois. Là, bien sûr, on est tous d'accord pour ne pas rajouter du sel, ni de sucre lors de la diversification alimentaire. Il faut penser aussi à enrichir par de l'huile, les soupes de légumes notamment. Les viandes seraient introduites ensuite au moins 1 mois après le début d'introduction des légumes. Ce sont un petit peu les recommandations. La viande étant source de fer d'une part, le poisson gras, l'œuf source d'acides gras saturés. Alors pour l'œuf,
introduire uniquement le jaune d'œuf, c'est révolu actuellement. Donc on introduit l'œuf entier, mais bien sûr en petite quantité, en augmentant un petit peu progressivement ces différentes sources, je dirais, de protéines animales. Et puis il y a le problème de gluten, dont un petit peu les recommandations ont changé durant même cette dernière année. Jusqu'à à peu près pratiquement 7-8 ans, on recommandait le gluten entre 4 et 7 mois. Et quand le nourrisson est sous allaitement maternel, on conseille le maintien d'allaitement maternel. Et avec cette recommandation, on a pu avoir une réduction même de la prévalence de la maladie cœliaque, même chez les enfants qui sont prédisposés. Et cette recommandation a été, je dirais, relativement démentie par des études encore plus larges. Il y avait cette étude, le Prevent CDIS et Prevent Celiac Disease et la CELI-PREV, la Celiac Disease Prevention, qui vont un petit peu à l'encontre de cette recommandation. Et dans les conclusions étaient les suivantes. C'est que chez l'enfant à haut risque de maladie cœliaque, c'est-à-dire qu'il y a une prédisposition génétique avec un HLA DQ2 ou DQ8, la chronologie d'introduction de gluten précoce ou tardive n'a pas montré d'influence sur le développement de la maladie. Ce qui remet un petit peu en question cette recommandation d'introduction de gluten entre 4 et 7 mois. La même chose pour la durée de l'allaitement au sein ou son maintien quand le gluten est introduit, et c'était une recommandation antérieure, c'est-à-dire il y a à peine 2 ans. Cette recommandation est dépassée parce qu'elle n'a pas eu d'impact sur l'incidence ou la prévalence de la maladie cœliaque, notamment chez les enfants prédisposés. Et il semble finalement que le seul facteur de risque qui était actuellement retenu en matière de maladie cœliaque, c'est la prédisposition génétique, c'est-à-dire est-ce que je suis ou non porteur du HLA DQ2 ou DQ8. Il semble finalement que même selon ces études, que l'introduction peut être tardive de gluten au-delà de l'âge de 12 mois, si elle n'empêche pas l'apparition de la maladie, il pourrait au moins la retarder. Donc on est un petit peu perdu pour ce qui est de gluten. Et il faut dire que la Société européenne de gastro, il est resté quand même sur la recommandation introduction de gluten entre 4 mois révolus et 7 mois. Mais il faut quand même, l'idéal c'est que le nourrisson soit quand même sous lait maternel et que les quantités soient progressivement augmentées. Il y a aussi un effet dose probable sur la genèse, je dirais, de la maladie cœliaque. Donc il faut aller tout doucement pour l'introduction de gluten durant cette fenêtre, disons, d'opportunité, bien qu'il a été remise en question par les études dont je vous ai parlé. Alors, avant la diversification, est-ce qu'il y a aussi des recommandations, notamment dans les situations où il y a un terrain atopique, un terrain allergique? Alors, les recommandations vont dans le sens que le régime n'a pas de place chez la femme enceinte. La même chose, pas de régime pendant l'allaitement maternel chez la mère jusqu'à 4-6 mois. Et si on a besoin d'introduire un lait artificiel, on peut commencer par une formule standard. Là, c'est pour nuancer un petit peu peut-être la place de ce qu'on appelle les laits HA, les laits dits hypoallergéniques, qui, selon une dernière étude américaine, n'auraient pas de place en matière de prévention de maladies allergiques chez les nourrissons qui ont un terrain atopique. Donc là, on revient un petit peu sur cette recommandation chez les nourrissons atopiques. Alors, un petit mot de la diversification chez les nourrissons à risque atopique. Alors, quand on a un nourrisson atopique, ce qu'on craint, bien sûr, c'est qu'il ne développe une allergie par la suite. Il est bien maintenant, mais il a des parents qui sont allergiques, il a un frère qui était allergique. Alors, il y a des aliments qu'on va introduire et qui sont potentiellement allergiques. Faut-il les éviter? Faut-il les retarder en introduction? Alors, sachez d'emblée qu'il n'y a aucune différence pour ce qui est des recommandations dans la diversification du nourrisson atopique par rapport au nourrisson normal. C'est-à-dire, on va aller avec les mêmes principes, commencer la diversification entre 4 et 6 mois. Il faut aller bien sûr tout doucement et ne pas priver l'enfant ou retarder l'introduction d'aliments potentiellement allergisants. Effectivement, la prévention, je dirais, primaire passe plutôt par l'acquisition de la tolérance, c'est-à-dire le contact avec l'allergène, que par l'éviction de l'allergène ou de l'aliment potentiellement allergisant. La même chose, aucune recommandation pour la femme enceinte et qui a un terrain atopique, c'est-à-dire pas de régime pendant la grossesse et pas de régime pendant l'allaitement. Alors en pratique, et concernant les principaux allergènes chez le nourrisson qui est atopique, l'introduction retardée des principaux allergènes donc finalement n'est pas justifiée.
Et il y a même un risque là aussi d'induire des allergies si on retarde l'introduction d'aliments potentiellement allergisants, notamment pour l'œuf. Nous avons fait des études qui l'ont montré, et donc il est conseillé d'introduire, même chez le nourrisson atopique, l'œuf entre 4 et 6 mois. La même chose pour le poisson, il ne faut pas retarder l'introduction du poisson. Le blé, mais là, le souci, c'est plutôt l'allergie au blé et non pas la maladie cœliaque. Donc, chez le nourrisson atopique, il faut aussi ne pas retarder l'introduction de la farine du blé dans l'alimentation. La même chose pour l'arachide. Ce n'est pas un problème qui se pose chez nous, il se pose chez les Européens, les Occidentaux en général. Et là aussi, on est revenu sur les anciennes recommandations qui est retarder l'introduction de l'arachide. Là, actuellement, il est recommandé d'introduire, même avant l'âge de 1 an, l'arachide chez les nourrissons, même atopiques. Les produits laitiers, il ne faut pas aussi les retarder. Alors, la question des tests cutanés, c'est-à-dire il y a des mamans des médecins qui se posent la question, donc j'ai un nourrisson qui est atopique, est-ce qu'il faut faire des tests cutanés avant d'introduire les aliments potentiellement allergisants? Alors là aussi, il n'y a pas de tests cutanés qui sont recommandés. On va voir un petit peu quelques situations particulières, et notamment chez le nourrisson qui a déjà déclaré de l'allergie. Alors juste, c'est l'avant-dernière plaque. Quelles allergies chez le nourrisson qui est plutôt allergique? Il y a souvent l'allergie au lait de vache qui apparaît en premier. D'ailleurs, c'est la première allergie alimentaire chez l'enfant. Et puis, on craint un petit peu le développement d'autres allergies par la suite. 18% des allergiques au lait de vache vont développer d'autres allergies alimentaires. Il y a même des associations avec d'autres allergies. Alors là aussi, sachez que même chez le nourrisson allergique, c'est-à-dire le nourrisson qui a développé une allergie, par exemple, au lait de vache, les recommandations sont identiques. Il n'y a pas d'intérêt à retarder l'introduction des autres aliments lors de la diversification alimentaire. Alors pour la question des tests cutanés chez le nourrisson qui est déjà allergique, alors là les seules indications seraient une allergie à l'arachide dans la fratrie, sachant que l'allergie à l'arachide est une allergie souvent très sévère qui s'accompagne d'anaphylaxie. Donc on préfère peut-être faire des tests cutanés avant. Ou là quand ce nourrisson est déjà à une allergie qui est connue notamment aux fruits à coque, sachant qu'il y a des allergies croisées avec l'arachide. Et puis la dernière indication, c'est les enfants qui ont une dermatite atopique, donc un problème au niveau cutané et qui ne répond pas aux traitements habituels, les traitements corticoïdes, les traitements corticoïdes topiques bien sûr. Alors là, quand la dermatite atopique traîne, là, il faut peut-être suspecter une allergie alimentaire, faire les tests cutanés et puis agir en fonction un petit peu des résultats des tests. Donc finalement, pas de régime, pour reprendre un petit peu les principaux messages, pas de régime pendant la grossesse ou l'allaitement. L'allaitement maternel exclusif est toujours idéal jusqu'à l'âge de 6 mois, mais on peut éviter quand même la diversification entre 4 et 6 mois révolus. Il n'est plus nécessaire de retarder systématiquement, après l'âge de 6 mois, l'introduction d'aliments allergisants tels que l'œuf, le poisson, et cela quel que soit le terrain, atopique ou non. Il faut prendre aussi son temps, bien expliquer, surtout écouter les parents, rester quand même ouvert aux suggestions, et surtout suivre un petit peu le mouvement, je dirais, des recommandations, parce qu'il y a des choses qui changent, il y a des recommandations qui évoluent. Donc il faut se tenir finalement au courant pour les principales recommandations, et je vous remercie pour votre attention. Merci à vous, professeur Taher. Alors on enchaîne les ateliers avec mademoiselle Bleter Souheila, nutritionniste puéricultrice au CHE. Elle va traiter un sujet qui est aussi important, la mise au sein précoce et allaitement maternel exclusif. Quelle est la conduite à tenir? Je vous passe la parole, mademoiselle. Merci. Le sujet de l'allaitement maternel est un sujet d'actualité et de prédilection, surtout pour les puériculteurs. Certainement, il est nécessaire de visiter
le sujet sur tous ces aspects afin de bien améliorer ces indicateurs. Lors de mon workshop, je vais traiter le sujet d'une façon pratique et ce en 4 étapes. L'allaitement maternel est une pratique naturelle où l'enfant reçoit le plus simplement possible les éléments adaptés à sa croissance et durant laquelle il poursuit la relation déjà établie durant la grossesse avec sa mère. Les évidences scientifiques de l'allaitement maternel à l'échelle internationale, l'OMS peut désormais affirmer avec certitude qu'elle réduit la mortalité de l'enfant et que ses bienfaits pour la santé se ressentent jusqu'à l'âge adulte. Et pour l'ensemble de la population mondiale, on recommande désormais l'allaitement exclusif au sein pendant les 6 premiers mois de la vie et il doit se poursuivre ensuite jusqu'à l'âge de 2 ans au moins, en l'associant à une alimentation de compléments qui conviennent. Selon la stratégie nationale 2011-2019, l'allaitement au sein exclusif pendant les premiers 6 mois est passé de 62% en 1992 à 30% en 2004. Par contre, en 2006, ce taux n'est plus que de 15%. La durée moyenne de l'allaitement maternel est aussi baissée durant la même période, passant de 15,5 mois à 13,9 mois. Au niveau de la région Émeraude, l'allaitement maternel exclusif varie entre 53,2% en Égypte et 1,3% en Djibouti. Le lait maternel est le premier aliment naturel pour les nouveau-nés et fournit toutes les calories et les nutriments dont l'enfant a besoin pendant les premiers mois de la vie et continue de couvrir la moitié ou plus des besoins nutritionnels pendant le second semestre de vie et jusqu'à un tiers de ses besoins pendant la deuxième année. Les bienfaits de l'allaitement maternel sur le couple mère-enfant et favorise le développement sensoriel et cognitif et protège le nourrisson contre les maladies infectieuses et chroniques. L'allaitement exclusif au sein diminue la mortalité infantile imputable aux maladies courantes de l'enfance comme les diarrhées ou les pneumonies et accélère la guérison en cas de maladie. Prévient les allergies alimentaires, prévient les maladies chroniques liées à la nutrition telles que l'obésité, le diabète type 1, représente le premier rempart contre les maladies cardiovasculaires. C'est le meilleur moyen et le plus sûr et écologique pour alimenter l'enfant. Il contribue à la santé et au bien-être des mères, réduit le risque de cancer ovarien ou mammaire. Il permet d'avoir un bon départ dans la vie. Un facteur de bien-être de la mère favorise la perte du poids chez les nouvelles mamans, diminue les risques d'hémorragie après l'accouchement, réduit les risques de l'ostéoporose. Les recommandations à l'échelle nationale, le ministère de la Santé a retenu la promotion, le soutien et la protection de l'allaitement maternel comme une stratégie prioritaire. Dans le cadre du plan L'Action 2012-2016, l'objectif fixé par le gouvernement en termes de réduction de la mortalité infantile de manière à s'aligner avec les recommandations de l'OMS et l'UNICEF. Le commencement de l'allaitement dès la première heure de vie qui suit la naissance. L'allaitement exclusif au sein, c'est-à-dire que le nourrisson n'absorbe que du lait maternel et aucune autre nourriture aux boissons, pas même de l'eau. L'allaitement à la demande, c'est-à-dire aussi souvent que l'enfant le réclame jour et nuit. Pas de biberon, de tétine ou de sucette. Il y a, pour avoir un bon tété d'un nouveau-né de sa maman, il faut avoir des critères suivants. La bouche du bébé doit être grande, ouverte. Les lèvres extérieures et les lèvres inférieures et versées vers l'extérieur. Le bébé doit être face à sa mère, ventre contre elle, bien soutenu. L'oreille ne doit pas toucher l'épaule de la maman. La tête de bébé doit être légèrement inclinée en arrière pour lui permettre de bien avaler. La langue en forme de gouttière légèrement sortie.
et aussi le sein avec son manteau, ses lèvres bien retroussées sur le sein font un effet de ventouse. Sa bouche doit englober une grande partie de l'aréole. Son manteau et son nez sont contre le sein. Sa tête est légèrement inclinée en arrière. L'allaitement au sein, le mécanisme de l'allaitement au sein, c'est différent que de biberon tel que la langue et les mâchoires créant une contre-pression, c'est-à-dire pression positive sur les canaux lactifères, flux d'éjection. La capture du sein par les lèvres crée une étanchéité buccale ou dépression, c'est-à-dire pression négative, ce qui permet le maintien du sein dans la bouche et la progression du lait. Puis pause lors de la déglutition. À chaque déglutition, le bébé respire. Par contre, le biberon, pas besoin d'ouvrir grand la bouche. La langue ne ressort pas, le lait s'écoule tout seul du biberon. Le bébé appuie verticalement avec ses deux gencives. Bébé déglutit avec mouvement vers le haut et non pas d'avant en arrière. Travail moindre de la musculature buccale. C'est pour cette raison, il faut éviter le biberon et sucette. Cela peut compromettre l'allaitement. Les bonnes positions pour allaiter. C'est à la mère de trouver la position qui lui convient le mieux, essentielle, et qu'elle soit confortable. Il existe plusieurs positions, telles que la position en berceau. C'est la plus ancienne et la plus classique. Elle est très recommandée et bien pour les premiers jours de vie d'un nouveau-né. Il y a aussi la position de Rigby. Le bébé est sur le côté, le long de la hanche de sa mère, maintenu sur un coussin à la hauteur du sein. Elle est calée car le bras avec le visage face à sa mère et la nuque dans la creux de la main. Il y a aussi la position allongée sur le côté, la tête appuyée sur un oreiller ou son bras, le jambe supérieure repliée pour ne pas basculer en avant. Le bébé est allongé sur le côté face à sa mère, retenu en arrière par son bras. La bouche est au niveau du mamelon. La position assise avec le bébé à califrochon. Le bébé est à vertical sur une cuisse de sa mère. Une main soutient fermement ses reins et tout retenant légèrement sa tête. Il y a aussi une position pour allaiter les jumeaux en même temps. Des méthodes alternatives pour les femmes actives. Il y a l'utilisation des tures de lait pour la conservation. Et avant ça, il faut toujours bien respecter les règles d'hygiène pour le bien-être du nourrisson et de sa mère. La conservation peut aller jusqu'à 6 mois. Et il faut éviter les biberons et remplacer donné par une cuillère ou d'un verre. Pour conclure, il faut éduquer et écouter et soutenir et accompagner les femmes pendant la grossesse et après l'accouchement afin d'assurer un bon départ de vie pour chaque nouveau-né. Merci pour votre attention. Merci Mademoiselle Souheila Belletir. Merci pour la présentation riche d'informations. Alors j'invite professeur Taher Saïd pour nous rejoindre et Madame Souheila aussi. Madame Camélia. Alors on ouvre la discussion si vous permettez, si vous avez des questions.
D'abord, je remercie tous les intervenants pour leur pertinente présentation. Alors, je passe la parole à Madame Fatima El Messoud. Ma question porte sur l'allaitement maternel. Est-ce qu'il existe une insuffisance de production du lait par la maman? Si oui, est-ce qu'il existe des aliments qui stimulent la production du lait ou bien des médicaments? Oui, il y a des médicaments. C'est pas des médicaments, il y a des stimulations pour augmenter le processus ou stimulation du processus de lactation pour chaque maman. Par le travail sur l'oralité des nouveau-nés, généralement, chaque nouveau-né, il y a suffisamment de lait pour... Parce que dans ma pratique, je vois des femmes, moi je travaille au service de maternité, je vois des femmes qui ne produisent pas du lait. Pas de lait. Même si dans le sein, il n'y a pas du lait. Et actuellement en pharmacie, ça se vend des médicaments à base de fenouil. Ils disent comme quoi ça permet de produire du lait. Mais à mes connaissances, on nous a enseigné que aucun aliment, aucun médicament ne produit du lait. C'est le réflexe de succion. Et je suis perdue devant des médicaments qui stimulent et je suis devant un nourrisson qui tète jour et nuit. Et lorsqu'on j'examine le sein, c'est vrai, il n'y a pas du lait. Et je suis devant un bébé qui pleure tout le temps. Dès qu'on attend le biberon, qu'est-ce qu'on... C'est-à-dire, je suis perdue. Est-ce que c'est vrai? Il n'existe aucun aliment, aucun médicament. C'est la succion. Moi, je suis perdue. C'est Madame Fatima, si vous permettez, bien sûr, je peux intervenir. Alors, je pense qu'il existe des compléments alimentaires, peut-être pas sur le marché marocain, mais ça existe. D'ailleurs, vous avez évoqué le cas de fenouil. Il existe des compléments alimentaires à base de fenouil qui marchent très très bien, à ma connaissance d'ailleurs, d'après mon expérience personnelle. J'aimerais bien savoir, est-ce qu'il y a des études, des expériences? J'ai un délégué qui donne le lait. Je veux des études. Oui. Le sujet que j'ai traité du syndrome d'ovaire polykystique, j'avais souligné le point que la femme qui présente un syndrome d'ovaire polykystique a une hyperprolactinémie. Donc elle a une surproduction c'est-à-dire l'hormone de prolactine, elle est à des taux élevés. C'est pour ça qu'on lui interdit quelques aliments qui favorisent la production du lait. Donc si on lui retire ces aliments-là, à noter la fenouil, la fenugrec, les dattes, les abricots et autres, ça diminue la production de prolactine. Donc personnellement, moi j'ai testé ça chez les femmes obèses ayant un syndrome d'ovaire polykystique. Donc à l'instar de cette expérience, je présume que ça pourra répondre à votre question. Donc si les femmes, en plus d'une consommation accrue de liquide, parce que la femme pour allaiter, elle doit être bien hydratée. Oui, donc si elle n'est pas suffisamment hydratée, elle ne peut pas c'est-à-dire elle ne peut pas produire de lait. Et bien sûr le repos, l'éviction du stress et la consommation d'aliments qui stimulent la prolactine, qui favorisent la production de prolactine, je présume qu'elle réussira à donner c'est-à-dire à assurer l'allaitement maternel. Généralement pour les 4 premiers jours, il n'y a pas suffisamment du lait, il y a juste le colostrum. Oui, mais j'ai dit il n'y a aucun liquide qui coule du sein. Mais il faut stimuler. Oui, on stimule. On dit qu'il faut stimuler avec la succion. Le bébé, il est là, il tète, il n'y a aucun liquide. Comment y remédier? Je parle de point de vue pratique. Et les médecins avec moi, les pédiatres, ils disent que les médicaments à base de fenouil, c'est psychologique. Je pense Fatima, ça c'est un sujet très important qu'on peut discuter. Oui, je sais. Juste, je me permets de dire entre parenthèses,
mon expérience personnelle et professionnelle me dit qu'en prescrivant par exemple des compléments alimentaires à base de 100% fenouil, poudre de fenouil sous forme de gélule, je ne suis pas en train de faire de la publicité, mais ça marche très bien. Et puis même le régime alimentaire peut aider à améliorer à augmenter la quantité de lait sécrété par la femme. Et puis il y a des femmes, là où durant les 4 premiers jours, comme a dit Souheila, qui n'arrivent pas à allaiter leur bébé correctement, vu que la quantité de lait elle est vraiment très diminuée. Mais après, par la suite, ça commence à couler, vu le nombre de tétés, etc. Donc même si le lait ne coule pas dès les premiers jours, on peut y remédier. Donc voilà. Bon, je passe la parole à Madame Merzier. C'est-à-dire en faisant abstraction un petit peu des erreurs dans la prise du sein, dans la façon de faire téter un petit peu le bébé. L'insuffisance lactée existe, l'hypogalactie existe, ça c'est clair. On a eu des enfants qui ne prenaient pas du poids alors qu'il était exclusivement sous lait maternel. Là, bien sûr, on suspecte facilement cette insuffisance lactée. Mais à ma connaissance, pour les médicaments qui seraient soit à base de prolactine ou à base de nutriments, entre parenthèses, qui auraient montré une efficacité, là où je n'ai pas vu d'études qui ont montré vraiment que ça va stimuler, ça va améliorer. Il y a peut-être un effet, parenthèse, psychique, probablement, mais sinon, je n'ai pas vu d'études à ma connaissance. Salam alaikum. Je vous remercie pour vos exposés. Surtout Camilia, c'était clair et simple et très pratique. Donc j'avais 2 questions pour Camilia concernant le poulet bldi. Le bldi, tu as déjà répondu. Je voulais demander si on peut introduire à la place de viande riche en hormones le poulet bldi, l'œuf bldi. Concernant la suppression des viandes contenant des hormones. Donc, à mon avis, je reçois aussi des patientes, des malades avec des troubles d'hormones, avec infertilité, puisque je travaille avec les gynécos. Donc, si je supprime un aliment après la réintroduction de l'aliment, est-ce qu'il n'y a pas risque de rechute ou bien de réapparition des kystes? Donc, à mon avis, d'après ce que je fais pratiquement, donc je diminue la quantité au lieu de supprimer l'aliment. Concernant professeur Tayer, il m'a répondu à toutes les questions et apparemment tout a changé sur la diversification alimentaire et je dois jeter le cours que vous m'avez enseigné il y a 10 ans, donc je le garde encore, mais maintenant je dois le jeter. Tout a changé et merci pour votre intervention. Alors pour la suppression des viandes, j'avais cité qu'une fois la femme, c'est-à-dire la femme présentant un syndrome d'ovaire polykystique, une fois enceinte, une fois tombée enceinte, donc moi personnellement j'aurais introduit les aliments que j'ai interdits. De un, déjà elle n'en a pas vraiment trop envie parce qu'elle a déjà constaté l'amélioration et le changement qu'il a eu, donc elle reste un peu sceptique par rapport à ces aliments. Donc reste maintenant après c'est-à-dire après l'accouchement, est-ce qu'elle pourra les prendre ou non? Il y a eu la définition du syndrome d'ovaire polykystique. On a dit que c'était une maladie chronique qui touche, qui est responsable d'infertilité chez plus de 70%. Et elle est liée à des habitudes alimentaires qui sont erronées, à des facteurs environnementaux et nos modes de vie. Donc si jamais je réintroduis chez une femme déjà prédisposée d'avoir un syndrome d'ovaire polykystique, je réintroduis les viandes aux hormones, automatiquement j'aurai les mêmes problèmes. Je suppose. C'est-à-dire ayant une sédentarité, une consommation excessive c'est-à-dire en sucre rapide et avec une quantité prolongée, c'est mieux qu'une suppression. Normalement, elle devrait éviter parce que je présume, je crois qu'elle devrait éviter parce que les viandes aux hormones, elles chamboulent nos hormones. Chez les hommes, donc j'ai évité de dire ça parce que j'ai eu des cas d'hommes présentant des stérilités. Je ne sais pas si c'est induit par la même viande. Donc chez les femmes, est-ce que ça induit ça cause des syndromes d'ovaire polykystique?
et chez les hommes une stérilité, je ne peux pas savoir. Mais personnellement, là c'est mon opinion personnelle, normalement elle devrait éviter. Personnellement, j'essaie d'éviter le maximum. Je minimise les quantités pour garder mes hormones stables, comme ça je suis en sécurité. J'évite tout cancer ou autre. J'espère avoir répondu à votre question. Alors peut-être Monsieur Hamid Chimlel voulait intervenir. En fait, Oui, Khalid. Je me suis permis de demander en fait la parole avant Monsieur Hamid. Je voulais poser une question à Monsieur Tahir, mais entre-temps il y a eu la question de Madame Fatima, donc je voulais aussi apporter l'information dont je dispose par rapport au traitement supposé lactogène. Il y a des études qui sont en train de se faire par rapport aux aliments qui représentent des qualités de phytohormones, comme par exemple les phytohormones du soja par rapport au traitement des symptômes de la pré- et post-ménopause. Et je sais qu'on parle actuellement de phytohormones qui pourraient avoir éventuellement des effets lactogènes. Mais comme l'a dit professeur Tahir, je pense que actuellement ce qui est évident, c'est que la succion est le meilleur moyen de stimuler la lactation chez les nouvelles mamans, et d'où l'importance de la présentation de Mademoiselle Souhaïla pour bien appliquer cette lactation, c'est-à-dire pour adopter les positions optimales pour que la succion soit optimale, etc. Donc je reviens à la question que je voulais poser à Dr Tahir par rapport à votre présentation tout à l'heure. Vous aviez parlé de l'introduction des aliments qui peuvent représenter des qualités allergogènes, à l'exception par exemple pour le cas des arachides ou du lait, à l'exception de la denrée qui a enclenché déjà l'allergie chez l'enfant. Et par la suite, vous avez parlé de terrains qui peuvent présenter des allergies multiples. Alors, le fait d'introduire des aliments allergogènes chez un enfant qui a déjà présenté un terrain d'allergie, est-ce que ça représente pas un risque d'aggraver la situation en déclenchant d'autres allergies accompagnantes? Voilà, merci. Bon, je pense que j'étais assez clair pour les recommandations, même chez le nourrisson atopique, c'est-à-dire qui n'a pas encore fait d'allergie, mais qui est à risque de développer de l'allergie, parce qu'il a dans la famille des gens qui sont allergiques, et même chez le nourrisson qui est déjà allergique, c'est-à-dire qu'il a déjà eu une allergie, par exemple, au lait de vache. On est au moment où on va le diversifier. Dans les recommandations actuelles, il n'y a aucun intérêt à retarder ou à repousser, au-delà de l'âge de 6 mois, l'introduction des aliments, ce que tu as cité, c'est-à-dire des aliments potentiellement allergisants. On a même pu démontrer que le fait de ne pas mettre l'enfant en contact de ces aliments potentiellement allergisants, on risque d'induire plus d'allergies. Donc il y a plus de risque à développer de l'allergie si on éviterait à donner ces aliments à ces nourrissons. Donc il n'y a pas de risque, c'est-à-dire que certes il faut aller doucement dans la diversification. Je connais un petit peu les aliments qui sont potentiellement allergisants. Je ne vais pas les introduire d'un seul coup, je ne vais pas les introduire d'emblée en grande quantité, il faut aller tout doucement. C'est-à-dire introduire petit à petit, augmenter progressivement les doses, et aux moindres réactions, là je vais peut-être dire que l'enfant il est probablement allergique, je peux faire avec ça mes tests et affirmer ou infirmer l'allergie. Et c'est-à-dire aller d'emblée sans aucune preuve, reculer l'introduction des aliments potentiellement allergisants, ce n'est plus une recommandation actuelle. Oui, donc ma question sera sur l'allaitement maternel, en faisant référence aux classes des mères. Est-ce que des bonnes orientations en matière d'alimentation, d'équilibre alimentaire, et des orientations des spécialistes en matière de nutrition et de diététique pour les femmes, en les préparant pour la grossesse et après l'allaitement, est-ce que cette manière peut
aboutir à une bonne pratique d'allaitement maternel. D'ailleurs, vous voyez très très bien que dernièrement, il y a une sorte de déclin de la pratique de l'allaitement maternel, dévoilée par plusieurs études, surtout à l'échelon national. L'étude PapChild a édicté qu'il y a une sorte de diminution de la pratique de l'allaitement maternel. D'ailleurs, est-ce que vous pensez qu'une pratique, que des orientations en matière de promotion de l'allaitement maternel et de la pratique de l'allaitement maternel peut intervenir dans ce sens? Je crois que c'est plus un commentaire une question. Vous voulez répondre à cette question? Un commentaire? Donc, je me permets d'être un peu agressif. Donc, je crois que nous vous remercions pour votre endurance, de vous rester jusqu'à la fin de la demain, pas possible. Excusez-nous, professeur Abou Salah, il y a encore des gens qui veulent poser des questions quand même. Il est 20h. Sbarna. Alors, je passe la parole à mademoiselle. Après, voilà, il reste encore 4 questions environ. Salam alaikum. Merci pour la qualité de votre présentation. D'abord, je vais me présenter, c'est Kautar Nasseri, doctorante du laboratoire de biotechnologie, biochimie et nutrition de la faculté de Jdida. J'ai 2 questions. J'ai vraiment besoin de vos réponses. Vous avez cité tout à l'heure dans votre présentation l'expression de allergie au blé. Alors je veux savoir la différence entre l'allergie du blé ou bien au blé et entre celle de l'allergie au gluten. Ça d'une part. D'autre part, et c'est d'après mes modestes connaissances, c'est qu'il y a une différence entre l'allergie et l'intolérance. Alors l'allergie, ça nécessite l'intervention du système immunitaire, tandis que l'intolérance, ça ne nécessite pas d'intervention du système immunitaire, mais ça donne des symptômes et des conséquences qui sont pareilles à celles de l'allergie. Je porte à votre connaissance que j'ai 25 ans et j'ai une intolérance au gluten. Et je cherche encore le facteur ou bien la raison, sachant que je n'ai pas d'antécédents familiaux qui ont souffert. Alors, c'est quoi, d'après vos connaissances, c'est quoi le facteur? Alors, il nous faut peut-être toute une session sur le gluten, mais je vais essayer quand même d'être assez succinct. Alors, quand on prend un petit peu la graine du blé, il y a de l'amidon, il y a à peu près 15% de protéines. Et dans les protéines, vous avez les prolamines qui nous intéressent le plus, qui représentent le gluten. Et dans le gluten, il y a en fait les gliadines et les gluténines. Et pour revenir un petit peu à la différence entre allergie et maladie cœliaque, le mécanisme il est humain dans les 2 cas, c'est-à-dire il fait intervenir un mécanisme immunologique, mais la maladie cœliaque c'est une maladie auto-immune, c'est de pas une allergie. D'accord. Bon, en arabe, on dit le gluten, mais il n'y a pas vraiment la terminologie, je dirais, en tout cas ma connaissance, qui est adaptée. Alors, maladie cœliaque, c'est une maladie auto-immune dont le trigger, dans le déclencheur, c'est le gluten. Et puis, il y aura une autodestruction, en tout cas, des lésions qui vont survenir suite à l'action de ces anticorps dirigés contre la glutaminase, etc. Ça va entraîner une abrasion de la muqueuse, etc. Mais l'allergie, il fait intervenir un mécanisme plutôt, là aussi immunologique, mais de type allergique. Il y a la forme, ce qu'on appelle la forme IgE médiée, qui va fait intervenir directement les IgE. Il y a les formes retardées, ou l'hypersensibilité retardée, qui est de mécanisme plutôt cellulaire. Mais tous ces mécanismes rentrent dans le cadre de l'allergie. Alors l'allergie au blé existe aussi au même titre que la maladie cœliaque. D'accord. Seulement, l'allergie au blé, le plus souvent, c'est une maladie qui est transitoire. Et d'ailleurs, pourquoi j'ai rappelé un petit peu la composition de la graine du blé? Parce que les protéines responsables ne sont pas les mêmes.
Dans l'allergie, c'est beaucoup plus les oméga-gliadines. Dans l'intolérance au gluten, c'est plutôt les alpha-gliadines. D'accord? Donc, c'est pas les mêmes protéines. Alors, l'allergie au blé, il est le plus souvent transitoire et vous avez plus de 85% des enfants qui vont devenir tolérants vers l'âge de entre 3 et 5 ans. Et la maladie cœliaque, c'est une maladie pour toute la vie. Quand je suis intolérant au gluten, j'ai une maladie cœliaque, je le serai pour toute la vie. Alors, il y a actuellement une autre forme d'intolérance. Quand je dis intolérance, c'est un terme relativement global. D'accord? C'est-à-dire je ne supporte pas un aliment, mais le mécanisme peut être la maladie cœliaque, ça peut être l'allergie. Il y a une autre forme actuellement qui était en vogue ces dernières années, ce qu'on appelle l'hypersensibilité non cœliaque au gluten. Ce n'est pas de l'allergie, c'est-à-dire on a dû faire les tests d'allergie, c'est pas ça. Ce n'est pas la maladie cœliaque, on a fait les anticorps antitransglutaminase, on a fait la biopsie, c'est pas ça. Mais le sujet est quand même intolérant au gluten. Et quand il se met au régime sans gluten, il se porte bien. Il n'a plus les manifestations dont il souffrait auparavant. Alors, cette forme d'hypersensibilité, on ne connaissait pas le mécanisme jusqu'à une date récente où on a commencé à évoquer ce qu'on appelle les FODMAP. En fait, c'est tout ce qui accompagne un petit peu la graine du blé. Il y a des fibres, il y a des sucres, et il y aurait un problème de flore intestinale aussi qui est en cause. D'accord? Donc, c'est encore relativement... au stade un petit peu des hypothèses et de certaines évidences scientifiques, mais il y aurait quand même un mécanisme sur lequel on s'oriente de plus en plus. Et là, en fait, c'est des gens qui devraient éliminer peut-être le blé, mais aussi d'autres aliments qui contiennent... L'avoine, l'orge, le siège... Non, ça c'est pour la maladie cœliaque. L'avoine, il est autorisé dans la maladie cœliaque. L'avoine, il est autorisé, seulement on recommande qu'il soit peut-être utilisé 1 an après le début de régime sans gluten. Et au cours de la première année, pas au cours de la première année, et après la première année du régime, on peut utiliser les aliments à base d'avoine. L'avoine ne pose pas de problème en principe chez les cœliaques. D'accord? Donc l'hypersensibilité au gluten non cœliaque, c'est une autre entité. On incrimine les FODMAP, il suffit de faire une petite recherche avec le Google FODMAP, on va vous dire un petit peu quels sont les composants, je dirais, nutritionnels qui seraient un petit peu à la base de cette hypersensibilité non cœliaque, et c'est un autre mécanisme. Ce n'est pas de l'allergie, ce n'est pas la maladie cœliaque. Ça va? S'il vous plaît, j'ai une question pour professeur Taher. Est-ce que la suppression d'aliments allergisants chez un enfant qui a déjà diversifié son alimentation et qui a un eczéma atopique va aider à améliorer son état? Je pense que là aussi j'étais relativement clair dans ma présentation. L'eczéma atopique, c'est d'abord un problème dermatologique relativement pur. C'est-à-dire qu'il faut traiter énergiquement, je dirais, la peau de l'enfant. Juste pour faire un petit rappel, au niveau de la peau, il y a les kératocytes, d'accord. Il y a les pores, ce qu'on appelle la filagrine. Alors la filagrine, il est malade. Et donc la peau, elle est facilement sensibilisée. Enfin, tout ce qui est dans l'environnement peut passer à travers sa peau fragile. Alors, avec le traitement médical, c'est-à-dire les corticoïdes topiques, les émollients, enfin, tout ce qui hydrate la peau, on devrait quand même améliorer l'état de l'enfant. Et ce n'est que dans les formes qui ne répondent pas à ce traitement topique bien suivi, etc., que l'on va suspecter une origine allergique, notamment une allergie alimentaire. C'est-à-dire même dans les recommandations, je l'ai dit tout à l'heure, on ne fera pas de test cutané, on ne fera pas de bilan allergologique systématique, sauf chez les enfants qui ont un eczéma atopique qui ne répondent pas au traitement. Et là, bien sûr, il ne faut pas mettre de régime empirique, il faut cibler l'aliment, c'est-à-dire faire des tests, rechercher l'allergène probablement en cause et faire des élections en conséquence, et non pas éliminer tous les aliments potentiellement allergisants. L'enfant il a besoin des aliments lors de sa période de croissance, et donc le fait de le priver de plusieurs aliments allergisants risque d'avoir un retentissement nutritionnel aussi. Dernière question. J'ai un nourrisson âgé de 8 mois adressé par un pédiatre qui refuse de manger, avec une anémie bien sûr. Parce qu'on discute l'âge de la diversité. Comment on peut résoudre le problème des enfants qui refusent de manger? Lors de la diversification? Oui. L'allaitement maternel jusqu'à 6 mois. Lorsqu'on veut mener
une diversification, ils refusent de manger. Hier, la consultation diététique, j'ai reçu un nourrisson adressé par un pédiatre avec une anémie à 9 d'hémoglobine qui refuse de manger. Est-ce qu'on a traité l'anémie? Pas encore. Alors l'anémie en elle-même, quand elle est carentielle, elle peut justement entretenir le cercle de refus, l'anorexie, etc. Alors pour couper parfois le cercle, il faut supplémenter éventuellement en fer et prendre en charge la carence martiale. Mais la mère rapporte toujours que... Le refus. Elle refuse. Alors tu me l'envoies, je l'hospitalise, je lui mets une sonde gastrique, j'alimente quand je veux. Essayez de mettre une cuillère Oui, il faut toujours tenter, ça c'est clair. Il ne faut Avec pas la agresser cuillère. l'enfant, il faut aller doucement. Il faut peut-être changer un petit peu, ajouter du miel, ajouter tout ce qui peut justement attirer ou améliorer la palatabilité un petit peu des aliments qu'on donne à l'enfant. C'est vrai que les enfants qui restent longtemps sous sein sont difficiles parfois à diversifier. Mais ce n'est pas une raison pour baisser les bras. Je le dis toujours aux mamans, il faut toujours tenter, retenter. Et en fonction un petit peu, bien sûr, de l'état de l'enfant, corriger un petit peu les carences. Je ne dirais pas qu'il faut absolument l'hospitaliser, mais quand le besoin est là, on pourra peut-être le prendre en charge aussi en hospitalier, on ne sait jamais. Et sinon, il faut toujours tenter. Merci beaucoup, professeur Tayel. Merci pour vos interventions. Puis je remercie encore une fois les sponsors de cet événement. Je remercie tout le public d'avoir assisté avec nous. Et je vous invite à être présent demain matin vers 9h. Comme ça, on enchaîne le programme scientifique de cet événement. Et je vous remercie infiniment.